Merci à tous d'être ici et d'offrir au professeur que je suis un auditoire bien rempli. Je trouve qu'en fin d'année, c'est souvent moins rempli. Donc, je suis content que sur les temps de midi, ça soit mieux encore. Donc, ben, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais parler de la marche principalement, et on va ajouter des concepts de fractal, pas juste pour vendre un joli mot, hein, il y a réellement quelque chose à dire à ce sujet. On va clarifier tout ça pendant l'exposé. Alors ici, ben, finalement, c'est un travail, intéressant à signaler que ça a été fait dans une unité de recherche. Et là, dans le département où on forme les kinésithérapeutes, donc les sensibilités s'inversent, c'est-à-dire que d'habitude j'ai un public plus versé dans la marche et moins dans la physique. Ici, bah, ça risque d'être le contraire. Donc j'essayerai de parler de physique également, ce qui est bien normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la marche? Ben, la marche, c'est intéressant au sens que c'est quand même au centre de nos activités. C'est sans doute une des premières choses complexes que le jeune enfant apprend à faire. Donc la marche bipède, en tout cas, c'est vraiment la clé de la locomotion humaine. Donc c'est commun, hein, c'est forcément un phénomène commun. Mais comme vous savez bien, c'est pas parce que c'est commun que c'est évident. Donc pensez au temps qu'il a fallu pour comprendre pourquoi le ciel est bleu. Bah oui, c'est commun, mais voilà, il a fallu travailler dessus quand même. Et donc la marche, c'est la même chose. Et on peut aborder ça de plein de manières différentes. Alors forcément, la marche, voilà ce que c'est. Et la première chose peut-être à laquelle on pense, c'est que la marche, ok, c'est un mouvement des jambes et des bras et de l'entièreté du corps, mais ce mouvement implique finalement tout l'organisme. Principalement, ben, on peut parler du système nerveux central, hein, donc les commandes globales, plein d'informations du système nerveux périphérique. Donc il y a effectivement l'aspect visuel qui joue, un feedback aussi au niveau des pieds. Pensez à la différence si vous marchez en marche arrière, par exemple, vous perdez l'information visuelle en grande partie, ben, vous ne marchez pas de la même façon. Donc la marche, c'est un phénomène qui va vraiment dépendre de tas et de tas de facteurs, mais bien entendu, on pense surtout à un aspect mécanique. Alors ben, commençons par parler de mécanique. Si je regarde les jambes qui sont ici, on peut assez naturellement penser à un pendule double. Donc facile à faire, hein. Vous prenez deux barres perforées, vous les attachez comme ça et vous avez quelque chose qui peut évoquer une jambe avec une articulation, le genou. Alors c'est bien parce que c'est facile à faire. Le pendule double, c'est aussi le premier exemple de système chaotique qu'on donne aux gens. Si on dit, voilà, qu'est-ce que c'est un système chaotique? Tiens, regarde le mouvement d'un pendule double et regarde comme il est complexe. Et donc, c'est vrai qu'on a déjà une idée que potentiellement, ben, le sujet peut devenir complexe. Donc, d'un point de vue mécanique, c'est vrai que la marche, pour parler comme Taylor, ben, au premier ordre, c'est un phénomène périodique. C'est vrai que globalement, quand je marche, j'ai le sentiment de faire toujours la même chose. Alors, dans quelle mesure il est périodique? C'est vraiment une thématique qui intrigue les chercheurs depuis assez longtemps. Et en fait, j'ai retrouvé ça pour vous, pas seulement les chercheurs. Ça, c'est les travaux d'un photographe, vous voyez, 1830-1904. Et c'est quelqu'un qui, bah, visiblement en avance techniquement, il avait développé un outillage qui lui permettait de photographier ben, une personne qui marche, ou du moins une personne en mouvement, à des intervalles de temps très rapprochés. Je ne sais pas comment il faisait, sans doute plusieurs appareils avec un déclenchement comme ça synchronisé. Et donc ce photographe, vous pouvez regarder sur le net, on trouve beaucoup de ses travaux. C'est un des premiers, à ma connaissance, qui s'est posé des questions d'ordre cinématique finalement. Comment est-ce qu'une personne qui marche et est-ce que voilà, c'est périodique, quels sont les mouvements qui sont faits? Et il a étudié des gens qui montent un escalier, qui descendent, même des chevaux en mouvement. Bref, il y a vraiment très tôt une interrogation sur le mouvement. Et bon, ben, simplement, si on peut suivre ça sur plus qu'un cycle, on se rendrait compte que ce mouvement n'est pas nécessairement périodique, il est quasi périodique, hein, ben, il est stable déjà, ça c'est sûr. Il est stable, mais pas 100% reproductible. À nouveau, on peut penser à ce pendule double. Alors, de là à affirmer que la marche a quelque chose de chaotique, bah, c'est quelque chose qui est
qui est à vérifier et dont je vais parler. Alors, si maintenant on a envie de se raccrocher à un modèle mécanique, bah, il faut savoir que ça existe, hein, des modèles mécaniques de la marche. Et en fait, il y a, bon, comme pour n'importe quel sujet scientifique, il y a autant de modèles que d'auteurs dans le sujet, ça on le sait bien. Moi j'en ai pris un parmi d'autres qui me semble intéressant parce qu'il exprime bien comment finalement le physicien, ou ici bon c'était des ingénieurs mais il y a quand même des liens de parenté, comment on pourrait décrire mécaniquement la marche. Et donc vous voyez, ben voilà, le centre de masse, hein, c'est la masse du corps. On va mettre ici pour la jambe un ressort. Bah, c'est logique, hein, il y a des muscles, la jambe peut se fléchir ou pas. Et bah, pour le pied, on va mettre une interface ici avec le sol qu'on choisit sphérique pour avoir quelque chose qui va pivoter comme ça. Ah, donc pourquoi pas, hein, on peut dire, voilà, ça c'est mon modèle de marche. On peut écrire l'équation de Newton, trouver les solutions du mouvement, se rendre compte qu'il y a des solutions périodiques. Et donc ceci, ben, c'est toute une... On pourrait classer en fait tous ces modèles, quoi que vous fassiez, c'est des pendules inversées en fait. C'est-à-dire que la masse, elle est au-dessus. Et en fait, stabiliser un pendule inversé, c'est une belle problématique. C'est quelque chose qui est étudié pas forcément directement en lien avec les humains, mais on peut penser à la robotique en fait. Parce que il y a ça aussi, si vous voyez ça d'un tout autre point de vue, le point de vue de la robotique, pourrait se poser la question, mais finalement, comment je fais à fabriquer un robot qui marche de manière bipède? Ben oui, c'est un pendule inversé. Et, et en fait, comment je fais pour faire quelque chose qui marche de manière adaptable? Donc vous voyez ici un des derniers modèles en date. C'est juste une vidéo pour vous montrer que voilà un modèle, c'est un dispositif mécanique. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un cerveau là-dedans, si ce n'est il y a quand même beaucoup de programmation. Mais voilà un dispositif mécanique avec de quoi assurer l'équilibre ici et avec une interface qui est capable de gérer finalement les aspérités du sol. Eh bien, en fait, déjà, on peut introduire une certaine idée. Euh, Si vous fabriquez un robot qui reproduit le même mouvement tout le temps de manière parfaite, ce robot-là ne sera pas adaptable en fait. Pour pouvoir s'adapter à son environnement, il faut être capable de ne pas être purement périodique, il faut être finalement assez flexible et c'est finalement ça tout le travail. Et donc on peut se dire que d'une certaine manière, toutes ces études sur ne fût-ce que la marche normale, un individu sain, sans aucun problème diagnostiqué, eh bien, ça a un intérêt intrinsèque, c'est certain. Si vous connaissez la marche normale, vous pouvez aussi identifier les pathologies, puisque vous pouvez différencier ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. D'un point de vue médical, ça peut être pertinent parce que ça peut quantifier l'efficacité d'un traitement, hein. Donc vous avez eu je ne sais quel accident, vous avez une rééducation pour réapprendre à marcher. À partir de quand est-ce qu'on va estimer que vous remarchez normalement, par exemple? Après, ce genre de sujet de nos jours connaît aussi un regain d'intérêt suite au vieillissement de la population, parce qu'on sait que le risque de chute chez les populations les plus âgées est très important. Et donc, est-ce que, par exemple, en analysant la marche de quelqu'un, on pourrait prédire le risque de chute, on pourrait estimer sa stabilité, sans parler de la robotique que je viens de vous mentionner. Donc, vous voyez qu'il y a plein de raisons pour lesquelles beaucoup de monde s'intéresse en fait à la marche et déjà pour commencer la marche normale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience? Parce que là j'ai un peu évoqué les modèles. Qu'est-ce qu'on peut faire comme expérience? Ben, il y a une procédure qui est typique et qui est assez naturelle à imaginer. Vous prenez vos sujets, qu'ils soient sains ou pathologiques, du moment qu'ils peuvent marcher sur un tapis roulant, ça va. Donc les sujets marchent sur un tapis roulant. On peut mesurer à peu près tous les paramètres qu'on veut et imposer beaucoup de paramètres tels que la vitesse de déplacement. Vous pouvez faire varier la durée de la marche, l'inclinaison du tapis, vous pouvez faire aussi. Et alors dans les mesures, ben, qu'est-ce qu'on va mesurer? Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez simplement installer une caméra pour mesurer la cinématique des différents segments, mais aussi
beaucoup de tapis modernes, ils sont équipés d'un capteur de force au sol, donc il est fait de capteurs de pression plus précisément, et donc vous pouvez de là déduire la force exercée sur le sol. Et donc, de là, finalement, avoir des informations sur la manière de marcher. On peut aussi s'intéresser au métabolisme, c'est-à-dire en mesurant les échanges gazeux du sujet. On peut aussi se prononcer sur l'énergie, pour parler dans des termes qui nous sont plus familiers. Donc, l'énergie consommée par le sujet. Alors, la thématique, elle n'est pas nouvelle, hein. J'ai regardé un petit peu. Premières études à la fin des années 1940. Pas qu'avant, on ne s'intéressait pas à la marche, mais il faut attendre d'avoir des bons tapis roulants. Donc, 1940, ça commence. Ah, j'ai cité un des premiers que j'ai pu trouver, 1946, où quelqu'un s'intéressait au coût énergétique de marcher engendré par une marche sur un tapis roulant. Et donc, très simplement, voilà, se dire combien d'énergie quelqu'un qui marche consomme. C'est une question basique, mais pertinente dans ces premiers temps. Après, j'ai fait un autre travail. Je me suis dit, tiens, par curiosité, si on est un jeune chercheur qui s'intéresse à la marche et qu'on va voir dans la base de données PubMed, qui recense un petit peu tout ce qui sort dans le domaine paramédical, eh bien, on trouve environ 100 000 résultats. Donc, pour être précis, 101 000 et quelques. Et je trouve que c'est assez fascinant et décourageant aussi, parce que pour celui qui entre là-dedans, qu'est-ce qu'on va sélectionner? Donc, ça veut dire qu'il y a tellement d'aspects que les gens ont déjà investigué. Alors, moi, je vais occuper finalement, donc c'est pour vous dire que je ne peux pas parler de tout, surtout en un quart d'heure qui me reste. Donc j'ai choisi de parler d'une tendance plus récente dans la marche. Et parmi les choses qu'on peut faire, c'est étudier les propriétés à long terme de la marche. Donc c'est-à-dire, en gros, comme je vous l'annonçais, si vous regardez quelqu'un marcher sur 2 ou 3 pas, ben oui, il marche de manière périodique et on connaît assez bien ce mouvement-là. Maintenant, la question, c'est de dire si quelqu'un marche pendant longtemps, à définir ce que ça veut dire longtemps, mais on va supposer 10 minutes, un quart d'heure, en tout cas, au moins ça. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on voit apparaître des structures? Est-ce qu'on voit apparaître des choses? Finalement, on pourrait rapprocher cette problématique un petit peu des cycles du sommeil, si vous voulez. Si vous enregistrez l'activité cérébrale de quelqu'un qui dort pendant suffisamment longtemps, vous voyez apparaître des comportements cycliques, des différentes phases, etc. Est-ce qu'un individu qui marche comme ça pendant longtemps, finalement, est-ce qu'on voit apparaître une structure différente? Alors, il y a un article, je mets les articles pour ceux qui seraient intéressés, comme ça, il y a un article qui marque le début de cette tendance-là, 1996, donc là, ça commence à devenir plus récent. En fait, je pense que simplement, il fallait attendre d'avoir les moyens informatiques pour stocker toutes les informations en assez grande quantité. Selon moi, c'est pas plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça date de 1996. Et il y a dedans le terme fractal qui apparaît pour la première fois, donc en lien avec mon titre. Alors, c'est une expérience de marche sur tapis roulant, mais pendant une longue durée, alors je vous ai dit, il faut définir ce que c'est. Eux, ils ont compté en nombre de cycles, c'est ce qu'on fait, un cycle de marche, gauche, droite, voilà, et puis on recommence. Environ 500 cycles, enfin plus que 500 cycles, donc c'était long pour l'époque, ça l'est toujours maintenant. Et l'idée, c'est, on va se concentrer sur une observable bien précise, qui est la durée des cycles de marche. L'intervalle de temps entre deux fois la pose du même pied sur le sol. Fréquence d'acquisition, ça je le mentionne, de 500 Hz minimum. C'est important à dire parce que les fluctuations dans la durée du cycle de marche, ce n'est pas non plus du simple au double. Il faut une bonne précision sur la mesure et donc il faut être capable d'avoir une bonne fréquence d'échantillonnage, donc de stocker beaucoup de données. Et je reviens sur pourquoi est-ce que c'est arrivé seulement en 96. Alors les modalités, elles sont très variables. Les protocoles sont très variables depuis que cette thématique a été lancée. On n'a pas encore tout fait, mais on s'en approche. Donc vous trouvez des articles avec des gens qui marchent en marche avant, en marche arrière, des enfants, des âgés, des sujets pathologiques. Bref, il y a vraiment une idée, un courant qui dit voyons ce qui se passe, voyons ce qui émerge à long terme. Et il y a quand même une grande question, c'est finalement, ça manque de graphique, mais qu'est-ce qu'on voit? Si je fais marcher quelqu'un à long terme et que j'enregistre la durée de ses cycles de marche, qu'est-ce que je vois? Voilà, je vois ceci. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la durée, en secondes ici. Bon, là, il y a 3 vitesses de marche, mais finalement, vous voyez des petites fluctuations
autour d'une certaine valeur moyenne. Et ça, c'est une problématique qui sort largement, je ne sais pas qui fait quoi dans cette salle, mais ça sort largement de la problématique de l'étude de la marche. Ça, c'est une série temporelle, de toute façon. C'est des valeurs collectées au cours du temps. Ces valeurs fluctuent, comme dans n'importe quel signal. Et après, la grande question, c'est d'extraire de l'information de ça. Quelle information je vais tirer de cette série? Est-ce que là-dedans, dans ces fluctuations, il y a des structures récurrentes? Est-ce qu'il y a des motifs? Ou alors, est-ce que c'est aléatoire? Vous voyez, pour la comparaison, l'auteur a mélangé ces données. Ça, c'est la série juste mélangée de manière aléatoire. Est-ce que c'est la même série? Est-ce que si je la mélange, est-ce que si tout est aléatoire, finalement c'est la même ou pas? Donc là, il y a plein de questions qui se posent sur l'étude de ces structures. Donc vraiment, la question, c'est la dynamique de ces fluctuations. Et donc, la question basique, c'est est-ce que c'est aléatoire? Donc, est-ce que c'est juste pas après pas des fluctuations statistiques finalement? Ou est-ce qu'il y a des autocorrélations dans le système? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que je peux quantifier là derrière? Alors, pour quantifier ça, on va venir sur des outils de mesure qui concernent les fractales. Alors pourquoi? Je peux vous donner simplement une intuition de ça. Une fractale, c'est une variété au sens mathématique qui présente une invariance par changement d'échelle. C'est ce qu'on voit ici en zoomant sur une des fractales les plus connues, flocon de Koch. Qu'est-ce qu'on peut dire sur une fractale? C'est une courbe qui est complexe déjà. Elle n'est pas dérivable. Donc ça me fait un peu penser à mes séries de données. Je n'ai pas l'impression que mes fluctuations, là, ça fait un beau graphe bien propre, bien dérivable. Elles ont l'air très complexes, mais en même temps, il y a quand même une régularité, il y a quand même une structure. Si je fais un changement d'échelle, il y a quelque chose. Et donc, les fractales sont des objets qui sont fortement autocorrélés aussi. Une fractale se ressemble, si vous voulez, à différentes échelles. Et donc, on peut avoir l'idée que étudier mes séries temporelles peut passer par ce genre d'outils, et c'est ce que les chercheurs dans ce domaine ont choisi de faire. Bien sûr, je reviens à la problématique de la dynamique. Donc, la dynamique, c'est finalement connaître un opérateur de transition entre l'état du système à certains instants antérieurs, 1, 2 ou même plusieurs étapes avant. Et est-ce que si je connais les états antérieurs, je peux prédire ce qui se passe à un état ultérieur? Si vous connaissez cet opérateur de transition, si vous avez un Hamiltonien ou quoi que ce soit, c'est formidable et vous pouvez étudier tout ça. Ici, on parle de données, ben voilà, on est dans l'expérimental, donc forcément, je n'ai pas la réponse. Et on va donc revenir à l'observation des données. Ben, déjà, c'est la première étape. Et on va s'interroger sur les tendances de la série. Donc, quand vous ne savez pas trop quelle est la dynamique à l'œuvre, finalement, vous allez essayer déjà visuellement de quantifier. Je pense qu'il y a deux comportements dont on peut se douter. Vous allez essayer de dire, tiens, est-ce que ma série a l'air prévisible? Je mets des guillemets à ce stade, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça veut dire. Prévisible ou aléatoire? Ben, ça, pour moi, c'est une série qui est prévisible. Malgré les fluctuations, il y a une belle tendance que tout le monde peut voir. Ça, c'est une série que j'ai générée exprès qui est aléatoire. Bon, il n'y a pas vraiment quelque chose. Et il y a une autre notion, et ça, c'est plus peut-être votre œil qui va y être sensible sans s'en rendre compte, c'est la notion de complexité de la série. À nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? On va le définir après. C'est est-ce que la courbe est plutôt lisse ou pas? Donc, ceci, ben voilà, on est face à une courbe qui est assez relativement prévisible. Il y a des oscillations qui sont comme ça et assez complexes. Donc, on a une courbe qui fluctue quand même assez bien. Donc, si vous voulez, la notion de complexité, ça va être une notion, là je prends les mots de Mandelbrot, le créateur des fractales, c'est rugosité apparente. Ça, votre œil voit assez bien. Cette courbe-ci a l'air plus rugueuse que celle-ci, si je devais quantifier ça. Et donc, est-ce qu'on peut trouver des indices pour quantifier ça? Alors, juste pour vous donner 3 exemples, les indices que je vais utiliser avaient déjà auparavant, donc avant 1996, été utilisés dans d'autres domaines. Et c'est juste pour dire que les problématiques sont communes. Vous voyez 3 séries temporelles. Ça, c'est un accéléromètre posé sur un moteur en fonctionnement. Donc c'est un graphe qui est issu d'une étude qui est en train d'être réalisée pour le moment. Alors, si je vous pose la question, quand vous voyez ce graphe, est-ce que vous pouvez me dire si le moteur fonctionne ou s'il y a une panne potentielle quelque part?
Ouais, je sais pas, faut travailler pour décider. Ça, c'est quelque chose qui a très vite occupé les gens dans le domaine. Je vous donne le cours d'une action et je vous dis, tiens, avec ce tracé-là, est-ce que je dois investir ou pas? Est-ce que ça va continuer à monter après? Bonne question, évidemment. Est-ce que toutes ces fluctuations-là présentent une tendance à la hausse ou pas? J'ai envie de dire oui, mais bon, je ne sais pas. Donc, simplement, vous savez bien comment on est, nous autres, hein, tout ce qui peut faire gagner de l'argent, en général, ça disparaît et on a choisi de s'intéresser à autre chose et on va s'intéresser à la durée du cycle de marche. Et ça, c'est ce que je vous ai montré. C'est les graphiques que je vous ai montrés. Même problématique. Donc, on va introduire les outils nécessaires. Alors, il y a un très beau domaine des maths qui s'appelle l'analyse non linéaire, qui va donc, on va dire, au-delà des statistiques descriptives habituelles, au-delà de la notion de moyenne, d'écart type, tout ça. Et l'idée, c'est de pouvoir quantifier par des indicateurs simples, en l'occurrence des nombres, des comportements complexes. Alors moi, je peux vous présenter un indice qui va mesurer une certaine complexité, c'est la dimension fractale, un indice qui va mesurer une certaine prévisibilité, qu'on appellera exposant de Hurst, sans prétendre être exhaustif. Si quelqu'un veut, il y a un formidable livre où on présente tout, bien sûr, tout ce que je ne dirai pas aujourd'hui. Alors, prenons une fractale. J'aime bien montrer ça parce qu'on voit tout de suite que ça ressemble à une structure végétale. On peut obtenir des fractales par application récurrente d'une même transformation. Hein. Une branche en donne deux, qui en donne deux, qui en donne deux, etc. Sur le campus, ici, il y a des faux acacias qui ont cette magnifique structure fractale. Si vous regardez, quand vous allez vers le Pentagone, c'est exactement ce que je vous montre ici. Et donc, évaluons la dimension fractale. Méthode très simple. Je prends celle qui a été introduite historiquement. Je prends ma figure là, je fais un maillage du plan et je regarde le nombre de boîtes de taille, de carré, donc de taille epsilon fois epsilon, qui peuvent recouvrir cette fractale. J'ai un certain chiffre. Je rétrécis le maillage, j'ai un autre chiffre, et ainsi de suite. Vous faites un maillage de plus en plus petit. À la limite où ce maillage tend vers 0, forcément, le nombre de boîtes nécessaires diverge, il tend vers l'infini. Comment diverge-t-il? Par une certaine puissance de cette taille. Et la puissance qui est là, c'est la dimension fractale, au sens de Minkowski. Ça peut donc être non naturel, mais donc on s'entend, j'ai dit que c'était des structures naturelles, mais là je suis non naturel dans l'ensemble des naturels, c'est autre chose. C'est 1 pour une courbe différenciable. Ça, c'est une dimension fractale de 1. Alors, si vous prenez ma série temporelle où j'introduis des fluctuations ici autour de cette tendance-là, vous avez quelque chose qui est plus rugueux, qui commence à remplir le plan, si je peux m'exprimer ainsi. On va avoir quelque chose qui devient plus grand que 1, entre 1 et 2. Et si vous avez vraiment des fluctuations abruptes d'un instant à l'autre et importantes au point que vous remplissez presque la surface, vous allez vers 2. Alors, c'est donc ce que Mandelbrot appelait la rugosité apparente de la courbe et qui détermine une idée de complexité. L'exposant de Hurst, c'est l'inverse. On ne va pas aller de plus en plus petit, on va aller de plus en plus grand. Je prends ma série de données, je divise en intervalles de taille L, je fais une régression linéaire et je calcule, à mon avis, ce qu'on appelle les résidus. Donc, c'est l'écart quadratique entre la tendance et les données que j'ai. Je recommence pour des intervalles plus grands, je calcule, et ainsi de suite, je recalcule. La fonction qui vous donne ces résidus croît d'une certaine manière avec la taille de l'intervalle et l'exposant qui est là s'appelle exposant de Hurst. Alors ça, qu'est-ce que ça mesure? C'est ce que les mathématiciens ont montré. Ça mesure la notion d'autocorrélation à long terme dans le signal. Si vous avez 0,5, c'est une preuve, pas ultime, il faut accumuler peut-être d'autres observations, mais c'est une indication que le signal est aléatoire. Si vous avez quelque chose entre 0,5 et 1, vous avez un signal corrélé, donc ça veut dire qu'à long terme, une augmentation a tendance par être suivie d'une autre augmentation. Donc ça je peux acheter l'action, hein, parce que c'est venu dans les maths financières au début. Et si vous avez entre 0 et 0,5, c'est un signal anti-persistant, il gomme les tendances. Une augmentation aura tendance à être suivie par une diminution. Donc ça, je n'achète pas l'action, en gros, hein, si je parle en termes d'action. Et donc ça vous donne une certaine idée de la prévisibilité de la série de données. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors, comme il y a une caméra, et si je peux m'arrêter 2 minutes, à ce stade, j'ai des collègues qui ont insinué que
vous alliez tous regretter d'avoir pris votre sandwich parce que ça allait être indigeste ceci. Donc je vais demander si ça va, et alors si vous pouvez tous répondre un oui enthousiaste, comme ça, ça m'arrangerait beaucoup. Ça va à ce stade, vous comprenez Ah, merci, donc c'est magnifique. Et donc maintenant, je viens au résultat de mon exposé. Parce que quand même, revenons sur l'étude de la marche. Comme c'est un sujet qui a été beaucoup étudié, je n'ai pas tous les calculs que je présente là, ce n'est pas moi qui les ai faits. Alors il faut savoir que dans le domaine, les gens à 99% se focalisent sur l'exposant de Hearst, qui est ici en horizontal. Le pourcent restant, ben, c'est moi et mes collaborateurs, où on ajoute cette idée-ci, parce qu'on pense que deux indices sont nécessaires pour séparer les différents cas qui se présentent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, simplement, j'ai été rechercher pour vous les données dans la littérature et j'ai recalculé cet indice-là pour toutes les séries de données. Donc comme ça, vous voyez ce qu'il y a là derrière. Alors forcément, non, en fait non, vous ne voyez pas parce qu'il faut une légende de ça, évidemment. Le point qui est là-bas au-dessus, c'est un sujet sain qui marche en marche avant. Quelqu'un de normal, on va dire, vous et moi, qui marchons. Donc qu'est-ce qu'on voit? Sur l'échelle de cet exposant de Hearst de prévisibilité, j'ai quelque chose de corrélé, donc un système qui présente une autocorrélation relativement forte dans des gammes de chiffres qu'on trouve par ailleurs si vous faites des pendules doubles ou des vrais systèmes chaotiques. Et vous avez une dimension fractale, rugosité apparente, complexité apparente, qui est maximale. L'idée qui émerge de ça, c'est que cette complexité qui est là, en fait, c'est la qualité de vos ajustements, de votre mécanisme de contrôle. Si j'ai un système, si mon corps arrive à gérer instantanément tous les changements d'environnement qu'il a, eh bien, les fluctuations que je me permets d'un pas à l'autre seront beaucoup plus abruptes. Et donc, c'est l'idée, dans tout ce qu'on a fait, le sujet sain, il est au maximum de cette dimension-là. On constate que dès qu'il y a autre chose, il y a une dégradation à ce niveau-là. Donc voilà, acceptons cette situation-là de sujet sain. Si vous marchez en marche arrière, je parlais de mécanisme de contrôle, vous perdez le contrôle visuel. En fait, vous avez vos cycles de marche, si vous regardez cette courbe, elles seront plus lisses. Vous vous permettez moins de changements brusques d'un pas à l'autre, parce que vous osez moins. Est-ce que c'est lié à l'apprentissage? Les deux points qui sont là en bas, c'est les enfants. Vous faites marcher des enfants de 3 à 7 ans ou de 7 à 14 ans. Qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup plus prévisible. L'enfant qui marche, il est un peu plus robotique en fait. Il apprend à marcher. Il fait toujours le même geste. Et au niveau contrôle, le système nerveux va mûrir jusqu'à 18, 21 ans même. Donc en fait, on est encore dans un apprentissage. Et donc on voit que, pour aller vers l'adulte, on va simplement monter dans cette direction-là. Les 3 points qui restent là, des individus pathologiques. Alors vous avez des syndromes que, honnêtement, je ne peux pas vous décrire tout très en détail, mais Parkinson, Huntington et sclérose latérale amyotrophique. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut souhaiter à personne d'avoir ça. Mais si vous réalisez ça avec des sujets, voilà ce que vous obtenez. Eh bien, en fait, vous voyez qu'au niveau prévisibilité, vous vous décalez vers la gauche, mouvement plus aléatoire. En fait, on pourrait dire que d'un pas à l'autre, la vraie préoccupation, c'est de ne pas tomber. On n'a pas le temps de planifier sur le long terme quelque chose. C'est aussi simple que ça. Et perte aussi au niveau de cette rugosité apparente, de cette complexité. Donc ce qui émerge en fait de tout ça, et l'image que je voulais faire passer, c'est que ce qui se dessine, c'est finalement une caractérisation nouvelle de l'individu sain. L'individu sain, c'est celui qui est maximalement complexe, adaptable, et ça peut être quantifié par cette dimension fractale, et un individu qui réalise un optimum de prévisibilité. Trop prévisible, c'est pas normal. Vous êtes robotique, il y a quelque chose qui cloche. Pas assez prévisible, c'est pas normal non plus. Vous êtes malade, il y a trop d'aléatoires dans votre marche. Et je peux aussi dire que, ça c'est plus récent, en 2013, les caractéristiques que j'ai mis en évidence là peuvent être d'une certaine manière retrouvées par un modèle mécanique de la marche. Donc un modèle adéquat qui incorpore quelques fluctuations qui simulent un peu le bruit inhérent au système nerveux. Donc, bref, ce n'est pas incompatible de se dire que ce que je vous ai montré là sur des sujets, des données expérimentales, on pourrait le reproduire et le comprendre par des modèles théoriques, mais à ma connaissance, c'est encore en cours. Il n'y a pas encore de modélisation claire et définitive de ces différents aspects.
Si on caractérise l'individu sain, on peut aussi réaliser qui est l'individu pathologique et, important, quantifier les pathologies. Alors justement, ce qui reste là-dedans, un des grands points, c'est que le rôle du système nerveux n'est pas encore tout à fait clarifié dans la génération de ces comportements. Donc qui fait quoi en fait dans tous les systèmes mis en œuvre dans la locomotion, qui fait quoi et qui réalise cette émergence-là? Ça, c'est encore à clarifier. Et donc, on va retenir ça, hein, que finalement, la marche, ben, tout anodine qu'elle a l'air, ben, c'est un phénomène qui est quasi périodique, qui présente une grande complexité et des fortes autocorrélations. Et donc, partant de ces constats-là, on s'est rendu compte que les indicateurs fractales sont des bons discriminants, en fait, pour différents types de marches. Donc, on peut classer les choses, mais comme vous le savez, ce n'est pas parce qu'on classe les choses qu'on comprend les choses, qu'on comprend l'origine des choses. Et donc ça, je pense qu'on peut citer ça dans ce qui est encore à faire dans ce domaine-là. Par ailleurs, si des gens souhaitent travailler là-dessus, je me fais une joie de les faire travailler sur un modèle mécanique et faire le lien avec tout ce que je viens de dire, puisque moi j'ai les données expérimentales. Donc il manque juste la théorie. Alors ceux qui ont adoré ce travail doivent savoir que sur les archives, il peut se trouver, vous pouvez lire dans tous les détails que vous voulez, et c'est une collaboration donc entre moi et d'autres collègues, ainsi qu'un collègue de l'université de Bourgogne que je mentionne. Voilà, merci à eux et merci à vous, bien sûr, de m'avoir écouté. Un petit peu plus de biblio ici, donc à nouveau, ceux qui souhaitent, je peux leur passer tout ça. Voilà, merci à tous.